Bonjour Jean-Louis Bourlange, bienvenue. Bonjour. Vous êtes député MoDem, réélu de la 12e circonscription des Hauts-de-Seine. Alors on le sait, l'exécutif ne dispose que d'une majorité relative, on ne parle que de ça depuis plusieurs jours, plusieurs semaines maintenant. Les groupes d'opposition n'ont pas saisi la main tendue par le chef de l'État à plusieurs reprises. On va donc assister à un fonctionnement de l'Assemblée au cas par cas, selon les textes examinés. Le gouvernement ira chercher la quarantaine de voix qui lui manqueront à droite ou à gauche. Est-ce que ça peut fonctionner ? Écoutez, on verra, mais je crois qu'il faut bien comprendre la logique des institutions. Soit on est dans une logique strictement parlementaire comme en Allemagne, et alors là les groupes s'asseyent autour d'une table et bâtissent un projet un contrat de législature, comme on dit, où ils disent avec beaucoup de précision dans le cas allemand, tout ce qu'ils vont faire pendant les 4 ou les 5 années qui suivent. Ou alors on est dans un système à la française, c'est-à-dire une monarchie républicaine en réalité, telle que l'a voulu le général de Gaulle, et le président à ce moment-là est ce que juriste un peu oublié de nos jours, mais qui était assez brillant, qui était Léo Hamon, disait, il est le sculpteur de la majorité parlementaire. C'est-à-dire qu'il prend le Parlement tel qu'il était. C'était en 67, c'est-à-dire on avait une situation un peu comparable en 67, avec une majorité très très courte. Et il essaie de bâtir quelque chose. Et ça, à mon avis, il ne peut le faire qu'autour de son propre projet. Donc, ce qu'il s'agit, et ce propre projet, tel qu'il est exprimé par son porte-parole, si je puis dire, qu'est le Premier ministre. Donc là, c'est en fonction, me semble-t-il, des déclarations de la Première ministre que va s'organiser l'attitude des uns ou des autres. Alors ce que je croirais très erroné de la part de l'opposition, ça serait de dire est-ce qu'on est dans l'opposition, est-ce qu'on est dans la majorité. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de savoir si aujourd'hui, un certain nombre de forces veulent aller à la crise, c'est-à-dire veulent paralyser l'action gouvernementale, ou est-ce que ces forces veulent effectivement aider le président de la République et le gouvernement à sortir de la crise. La responsabilité est donc double. Il faut d'abord que le gouvernement abatte ses cartes et il faut ensuite que chacun se situe en fonction de ce projet. Et puis, ça ne prendra pas la forme d'un contrat de législature qui est étranger à nos mœurs politiques actuelles. Alors, on parle beaucoup du mot compromis depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Vu des capitales européennes, vu de Bruxelles, la situation parlementaire, aussi bloquée par Estelle, ne semble pas inquiéter outre mesure. Pourquoi ? Parce qu'il y a du compromis et que les parlementaires français, dont vous avez été d'ailleurs de nombreuses années à Bruxelles, fonctionnent sur la base de son compromis. Est-ce que finalement, ce n'est pas une bonne chose ? On a dit ces 5 dernières années, lors de la législature précédente, que l'exécutif avait beaucoup dicté ce qu'il fallait faire à l'Assemblée. Là, le fait qu'il y ait une nécessité de compromis, ce n'est pas finalement salutaire ? Il y a deux choses différentes. Il y a d'abord le fait qu'on aura plus de mal à faire passer des lois. Ça, je crois que c'est pas mauvais. Parce que moi, j'ai toujours protesté au cours des 5 années contre l'intoxication législative. Donc, c'est-à-dire que ça va réduire l'inflation normative ? Oui, l'inflation langagière normative, parce que vraiment, comme le dit depuis des décennies, le Conseil d'État, la loi bavarde. Ouais. Et nous avons moins besoin de lois que de changements réels. Et d'ailleurs, j'ai toujours le sentiment qu'un ministre embarrassé, quand il ne sait pas comment faire évoluer son administration, fabrique une loi. C'est souvent une stratégie d'esquive. Il n'y a pas une petite question d'ego aussi, chaque ministre doit avoir sa loi ? Oui, mais ça, si vous éliminez les égos de la politique, je ne sais pas ce qui restera. Mais alors, le compromis, oui, mais sur quoi ? Moi, ce qui me paraît frappant, c'est deux choses. C'est d'une part de très très lourds antagonismes au sein de la société française. Prenez la politique extérieure, Poutine ou les Américains, l'Europe ou le cavalier seul, ce sont des enjeux très lourds, très immédiats, qui concernent directement ce que nous faisons à Bruxelles, à Madrid avec l'OTAN, ce que nous faisons vis-à-vis de Kiev, ce sont ce que nous faisons vis-à-vis des Suédois et des Finlandais qui frappent à la porte de l'OTAN, ce sont des enjeux très lourds. Là, il y a une division très profonde. Il y a une sorte de front populiste entre le Rassemblement national et LFI qui est tout à fait hostile à la ligne médiatrice. Sur le plan économique et financier, et là, je suis un peu inquiet parce que je vois se dessiner
une sorte de consensus implicite sur l'idée qu'au bout du compte, il ne faut pas faire tellement d'efforts. Je ne sais pas si c'était la meilleure idée à exprimer au moment où on l'a exprimé que de dire qu'il fallait faire la retraite à 65 ans, mais c'était de plein bon sens. Et la diabolisation de ce terme, de ce projet, montre vraiment l'idée que non, les Français disent l'objectif n'est pas de produire plus, de travailler plus, etc. Or si, quand on a le déficit commercial qu'on a en France, que n'ont pas, par exemple, nos amis italiens, même s'ils ont une situation financière difficile, quand on a un déficit de cet ordre, ça veut dire une seule chose, c'est qu'on consomme plus qu'on ne produit. Alors, de deux choses l'une, ou on consomme moins, je n'ai pas vu beaucoup de monde dire qu'il fallait consommer moins, sauf peut-être Madame Rousseau, ou alors on produit plus. Et si on produit plus, il faut travailler mieux, étudier plus, se mettre plus tôt au travail à la sortie des études, travailler un peu plus de 35 heures, travailler un peu plus longtemps. Et tout ça, c'est un projet dont je n'ai pas vu l'écho parmi les principaux partis politiques d'opposition notamment. Est-ce que vous dites, on va l'observer tout de suite, parce que le premier texte que vous allez étudier sera ce fameux paquet pouvoir d'achat, on va dépenser beaucoup d'argent, les groupes d'opposition vont appeler à de nombreuses dépenses supplémentaires, donc on va assister à cette fuite en avant que vous redoutez. J'ai dit qu'il y avait un consensus pour dire il faut pas faire trop d'efforts. Le second aspect du consensus, c'est que l'argent public est fait pour couler à flot. Non. L'argent public n'est pas fait pour couler à flot. On a vraiment atteint, sinon dépassé, les limites du tolérable dans ce domaine. Et là, on va avoir et là, le compromis, ce n'est pas une question de compromis, c'est une question de consensus. Est-ce que nous sommes en mesure de tenir un discours de responsabilité sur tous ces plans qui soit compris par nos concitoyens? C'est pourquoi le vieil homme que je suis, parce que ça fait longtemps que je vois passer l'eau sous les ponts, se dit qu'il y a quand même un vrai décalage entre les exigences de salut public pour la France et ce que ressentent et attendent beaucoup de nos concitoyens, et ça m'inquiète. Alors c'est aujourd'hui que débute la 16e législature, avec l'élection, sauf surprise, de Yaël Braun-Pivet à la présidence de l'Assemblée nationale. Jeudi aura lieu les élections de la présidence de commission. Vous êtes candidat, vous êtes président sortant de la commission des affaires étrangères, vous êtes candidat? Je suis candidat, mon groupe souhaite que je sois candidat. Le Renaissance appuiera, je pense, cette candidature. Maintenant, je disposerai effectivement avec ces deux groupes d'une majorité relative à l'Assemblée. Alors, au sein de la commission, vous savez, la règle, c'est pour être élu, il faut avoir la majorité absolue au premier et au deuxième tour de scrutin, et seulement la majorité relative. Maintenant, la décision ne m'appartient pas, elle appartient à mes collègues. Vous évoquiez la situation internationale. Débute aujourd'hui le sommet de l'OTAN, c'est à Madrid, il durera jusqu'à jeudi. En novembre 2009, Emmanuel Macron décrivait l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, en état de mort cérébrale. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. On voit bien que face à la menace russe, l'OTAN est en train de renaître, de se réinventer. C'est une bonne chose? Oui, il y avait peut-être une légère erreur de diagnostic du président. Il aurait dû dire en coma profond. Et non pas en mort cérébrale, car il était en coma profond. Et comme vous savez, on se sort du coma. Et la mort cérébrale a un petit caractère définitif. On a eu un médecin diabolique qui nous a aidés à nous en sortir, qui est Vladimir Poutine. Parce qu'effectivement, l'OTAN, au moment où le président a prononcé ces phrases, l'OTAN ne savait plus à quoi elle servait. Ouais. L'OTAN ne savait plus si son ennemi c'était la Chine, la Russie. Elle ne savait pas si elle devait s'engager en Europe ou ailleurs. Elle ne savait pas quel était le degré d'implication des Américains. Trump avait laissé entendre que le fameux article 5, article d'intervention automatique de tous les membres en cas d'agression contre l'un d'entre eux, engager ou n'engager pas les Américains, on était donc vraiment dans une situation très difficile, plus les problèmes posés par la Turquie. Là, on est dans une situation totalement différente. L'ennemi est hélas très identifié et très menaçant. L'OTAN attire. On a la Finlande qui a 1300 km de frontières avec la Russie qui veut, ainsi que la Suède, rejoindre l'OTAN. On réarme, on s'organise et Madrid va consacrer tout ça. Reste le problème de la Turquie qui est compliqué. Exactement, j'allais venir, qui bloque l'entrée de la Suède et de la Finlande. Qui est compliqué. Alors je pense que, est-ce que c'est une opposition
systématique et de principe de M. Erdogan à cette extension, ou est-ce que ce n'est pas plus vraisemblablement un élément de chantage, de marchandage, en échange d'un certain nombre de choses, peut-être quelque chose d'intermédiaire, mais c'est vrai que depuis quelques années, la Turquie n'est pas un interlocuteur très clair et très fiable. On a assisté à un nouveau drame hier en Ukraine avec un missile russe qui, semble-t-il, a frappé un centre commercial dans le centre du pays. Le bilan pourrait être très très lourd, on parle de 1000 personnes qui étaient à l'intérieur. Faut-il, comme l'a réclamé Amnesty International hier, modifier la loi sur les crimes contre l'humanité commis à l'étranger pour éventuellement s'assurer de pouvoir traduire devant la justice française d'éventuels criminels de guerre en Ukraine? Oui, voilà encore un exemple d'une impuissance trompée par la loi. Vous pouvez modifier la loi, je peux y être favorable, il faut voir de quoi il s'agirait, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est d'arrêter Poutine. Et le problème, c'est de prendre conscience, ce dont nos compatriotes n'ont pas vraiment conscience, prendre conscience de l'extrême cruauté, du caractère absolument insoutenable de la violence que la Russie fait subir à l'Ukraine. Je veux dire qu'on est mithridatisé contre la morale actuellement. On fait de la moraline partout sur n'importe quel sujet de société, et en réalité, face à des entreprises de destruction systématique, d'attaques contre les civils, de destruction. Regardez ce qu'est le Donbass aujourd'hui. C'est rien. Les territoires occupés par la Russie, ce sont des déserts avec quelques pauvres vieilles et pauvres vieux qui errent dans les décombres parce qu'ils n'ont pas pu partir et qui cherchent une maigre pitance. C'est abominable. Et nous n'avons pas mis cette question-là au centre de nos préoccupations pendant la campagne législative. C'est quelque chose de très inquiétant sur notre tolérance au mal. Merci Jean-Louis Bourlanges.